Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue les actions à dividendes croissants, donc les actions françaises, dont le dividende augmente régulièrement avec un certain niveau de rendement. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec ce screener dividende croissant. Voici les paramètres que je vais utiliser donc dans mon outil d'analyse, mon outil de screening qui s'appelle Coifin, qui est accessible gratuitement via le lien en description de cette vidéo. On va prendre des actions qui sont françaises pour l'instant. Ça me donne un univers assez large. Après, si on a envie de chercher un peu plus large et qu'on veut quand même être éligible PEA, on peut tout à fait prendre des actions européennes. Mais attention, dans ce cas-là, si on est investisseur dividende, il y a souvent des retenues à la source sur les dividendes étrangers. Je pense notamment à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Espagne, et je crois que c'est aussi le cas en Italie. Donc ça, il faudra le prendre en compte si les dividendes sont importants dans votre stratégie d'investissement. Les critères qu'on va prendre, on va prendre quand même des large caps. Comme ça, on a moins de volatilité sur les large caps, on a plus de garanties sur la stabilité des free cash flow qui servent à payer les dividendes. Donc on va mettre 2 milliards minimum. On va mettre un rendement du dividende de 2%. 2%, ça veut dire qu'on n'est pas sur une boîte qui est complètement à maturité, et là on aurait des dividendes plus élevés, hein. Par exemple on pense à du Total où on est à 5-6% déjà, mais on a peu de chances d'avoir une augmentation du dividende. Donc là c'est plutôt pour un investisseur qui cherche à toucher une partie de ses dividendes, peut-être les réinvestir, mais avoir une visibilité, en tout cas une probabilité d'augmentation des dividendes qui est assez forte par la suite. Et pour avoir cette probabilité-là, j'ai mis un critère supplémentaire, on veut 5% de croissance minimum du dividende sur 10 ans. C'est donc 5% cumulé, 5% composé, donc c'est-à-dire que sur 10 ans on a en moyenne à peu près augmenté 5% chaque année. Comme ça nous donne une société qui est toujours en croissance et qui est toujours en capacité d'augmenter son dividende. J'ai pas mis, alors ici je vais enlever le payout ratio, on va regarder ça par la suite. Donc quand j'applique ces critères, voici ce que Coifin nous donne. Alors on va commencer par trier cette liste sur les entreprises qui ont augmenté le plus fortement les dividendes sur la période. Et on va aussi prendre en compte le payout ratio qui nous donne un peu la certitude, la sûreté de ce dividende. Plus il est élevé, plus ça veut dire que l'entreprise va devoir diriger une grosse partie de ses free cash flow vers le dividende. Et donc ça veut dire que l'augmentation sera moins certaine si le payout ratio est élevé. On garde aussi des critères de valorisation, comme ça on regarde si on surpaye ou pas l'entreprise, et on va commencer à regarder la liste. Trigano, donc Trigano, le fabricant de véhicules récréatifs français, qui exporte aussi en Europe. Donc on a déjà un bon rendement du dividende, on a sur la période une bonne augmentation du dividende, on est sur un price earning des 12 derniers mois LTM de 6, donc c'est pas cher. Il faut regarder pourquoi est-ce que c'est aussi peu cher. Est-ce que ça veut dire que le marché s'attend à ce qu'il y ait moins de croissance? Donc ça n'empêche pas en fait d'aller creuser chaque dossier. Donc le Trigano, je l'ai étudié sur la chaîne, vous pourrez retrouver la vidéo, et de voir si le marché a raison de déprécier ou pas l'entreprise, ou au contraire si c'est une opportunité. Si ce ratio coût-bénéfice est, on va dire, injuste et vraiment déprécié, ça peut être intéressant de rentrer sur l'entreprise qui est étudiée. Toujours est-il qu'on est sur aussi une rentabilité très élevée, à 17,5-18%, donc ça c'est plutôt bon, et on a un payout ratio qui est à moins de 20%, donc en plus il y a de la marge pour continuer à augmenter ce dividende. Donc Trigano, ça peut être intéressant. Interparfums, on l'a aussi étudié sur la chaîne, on a en instantané un rendement du dividende à 2,71, donc c'est quand même intéressant comme niveau. On a une augmentation composé sur 10 ans de 20%, donc en plus on a une forte augmentation du dividende, mais attention, le ratio de paiement du dividende, alors c'est par rapport aux bénéfices, il faut bien vérifier que c'est aussi la même chose par rapport au free cash flow, puisque c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, on est à 71%, donc là à mon avis, on a atteint le bout de ce qu'on pouvait faire en termes d'augmentation du dividende, à moins que les bénéfices soient sur un creux de cycle. Mais à mon avis, cette entreprise n'est pas cyclique. Interparfums, c'est une activité plutôt défensive, donc ce ratio me semble un peu élevé. Donc toujours pareil, on étudie le dossier, on vérifie ces critères-là pour voir est-ce qu'on a de bonnes chances de continuer à avoir un dividende intéressant qui augmente. En plus, le price earning est élevé en absolu à 26,5. Interparfums c'est toujours payé cher, mais peut-être que c'est pas opportun de rentrer à ce cours-là.
toujours pareil, étudier le dossier. Téléperformance, donc moi je suis actionnaire de Téléperformance, mais j'avais allégé assez récemment parce que le marché ne donne toujours pas raison. Je vais attendre la publication annuelle qui va avoir lieu en février et voir si je rentre sur l'action, je renforce à nouveau. Toujours est-il que à l'heure actuelle, on est sur un rendement du dividende qui est élevé à 4,86%. En plus, il faut rajouter qu'il y a des rachats d'actions sur Téléperformance. Le dividende a augmenté de 17% sur la période étudiée, donc il y avait de la croissance sur la période étudiée. Maintenant, sur les dernières années, le marché doute beaucoup de la croissance de Téléperformance à cause de l'IA, ce qui fait qu'on a un multiple qui est bradé à 7,6 en termes de ratio court-bénéfice, donc ça peut être intéressant. On a une rentabilité qui est un peu limite, 9%, bon, maintenant il n'y a pas de croissance, donc c'est pas très grave, et on est sur un payout ratio de 37%, donc on a largement de quoi payer ce dividende et de l'augmenter par la suite. Donc ça peut être intéressant d'entrer sur Téléperformance, ça vient avec du risque, il y a un peu de dette, et le risque c'est disruption par l'IA. Donc à garder en tête, il faut bien étudier le dossier. Moi je l'ai bien étudié, donc si vous voulez creuser, vous allez chercher dans la playlist Téléperformance et vous regardez toutes les vidéos et vous faites une opinion. Vous pouvez aussi trouver mes articles sur Substack où je creuse le dossier dans le journal d'investissement, et si c'est quand même risqué, donc moi je ne conseille pas du tout de rentrer sur cette entreprise. Faites votre propre opinion. En tout cas, quantitativement, un investisseur dividende peut y trouver son compte, mais ça vient avec du risque. LVMH. Donc on se trouve LVMH sur une entreprise qui verse un dividende de 2,14% au prix actuel. Donc ça peut être intéressant. Ce dividende a une augmentation de 15% sur 10 ans. Donc ça c'est plutôt bon, on a toujours de la croissance et toujours la croissance du dividende. On est à moins de 50% des free cash flow. Donc on a encore de la marge pour augmenter ce dividende, surtout si les free cash flow recommencent à augmenter. LVMH évidemment souffre de la stagnation économique en Chine et ça pénalise sa croissance. C'est pour ça qu'on a un multiple qui est bas par rapport à l'historique du groupe. Habituellement, on peut payer LVMH à 25 fois les bénéfices. Actuellement, on est sur du 22, donc ça peut être intéressant, puisqu'on a aussi une rentabilité qui est élevée à 15%. Donc LVMH, c'est un dossier qui s'étudie. Je l'ai analysé sur la chaîne. Vous pouvez retrouver les vidéos et vous faire votre propre opinion pour voir si ça correspond à vos critères d'investissement. Donc LDC, je l'ai également étudié sur la chaîne. Le spécialiste de la volaille française, c'est plutôt une mid-cap, mais il y a un dividende de 3%, donc ça c'est intéressant. On est sur un payout de 25%, donc en plus il y a largement de quoi l'augmenter. Ce dividende a été en croissance de 15% sur la période, donc il y a de bonnes chances qu'il continue à augmenter. On est sur un multiple qui est en plus assez bas, à 8, donc il y a une marge de sécurité sur cette entreprise qui a une rentabilité tout à fait correcte, et qui, si j'ai bien compris, les diverses déclarations de William Gotts qu'il a dans son fonds et qui aime bien ce dossier, ils sont en fait en monopole sur la France, donc du coup ils peuvent largement augmenter leur prix pour assurer une bonne rentabilité qui va générer des free cash flow qui pourront servir à rémunérer l'actionnaire de façon croissante à travers le temps. Donc LDC, ça s'étudie. Kering, ça c'est dangereux. Donc Kering, déjà il y a de la dette, il y a 3 fois la dette nette représente 3 fois l'EBITDA, donc ça c'est un problème. On souffre de la stagnation chinoise, mais en plus Kering souffre de son mauvais positionnement en termes de luxe, en termes de produits, en termes de marque, etc. Donc c'est un turnaround et c'est un dossier qui est dangereux. Ce que reflète ce price earning, le ratio court-bénéfice est à 13,3 pour une société soi-disant de luxe. Est-ce que c'est vraiment du luxe? Ça reste à discuter, mais c'est vraiment bradé. Mais ça reflète en fait la défiance du marché sur cette entreprise. Le dividende a de bonnes chances de baisser, même s'il a augmenté sur les 10 dernières années. Là, on est à un payout ratio de 82. C'est très élevé, et à mon avis, il va baisser. Donc, Kering, c'est pas pour un investisseur dans le dividende, c'est pour un investisseur plus spéculatif sur une recovery. Prudence sur ce dossier, si vous êtes intéressé. Étudiez vraiment bien, rentrez en fractionné si ça vous intéresse, ne rentrez pas vraiment d'un seul coup et suivez les publications parce que à mon avis ce dossier est plutôt spéculatif, à mon avis il vaut mieux le mettre de côté. Getlink, donc c'est Eurotunnel anciennement, donc ça c'est une société plutôt de concession, infrastructure, donc on peut supporter des niveaux d'endettement élevés parce qu'on a une forte visibilité sur les free cash flow. C'est un rendement du dividende de 3,5%, ce qui est correct. Il y a une augmentation de 14% sur la période étudiée. Maintenant, le payout ratio est élevé, mais à mon avis, c'est soutenable parce que justement, il y a une forte visibilité sur les free cash flow.
Moi, voilà, il y a quand même un prix, pareil, un dossier à forte visibilité, donc on est prêt à payer un multiple élevé. Maintenant, moi, j'aime pas trop ces dossiers, donc à mon avis, il y a pas trop de croissance, il y a plus de marge pour augmenter le dividende parce qu'on est un peu au ras des free cash flow, quoi. Enfin, quasiment à totalité des free cash flow. Prudence. Étudiez bien ce dossier-là, je le connais pas assez bien, je l'ai pas étudié sur la chaîne, mais bon, moi je le mettrais plutôt de côté parce que ça dépend ce que vous êtes. Si vous êtes un investisseur qui veut vraiment que de la rente, ça peut être intéressant, mais si vous voulez vraiment du dividende croissant, à mon avis, il vaut mieux passer son chemin. Eiffage, je l'ai pas étudié, mais c'est un peu le même profil. C'est l'infrastructure, autoroute également. Donc on est sur un rendement du dividende qui est quand même élevé, à 5%. Pourquoi est-ce qu'on est décoté on est un ratio court-bénéfice de 7,7, alors que normalement on a beaucoup de visibilité sur les free cash flow? Eh bien, à cause d'incertitudes politiques et à cause de tout le cafarnaum pour le budget, les propositions du Rassemblement national qui étaient on va augmenter la taxation ou on va renégocier les concessions, font que en fait Eiffage a été complètement attaqué, ce qui donne du coup peut-être un point d'entrée intéressant. On a un payout ratio qui est à 40%, donc il y a de la marge pour verser le dividende. Toutefois, il y a le risque politique qui peut impacter l'investisseur sur ce dossier. Donc à garder en tête, à creuser si ça vous intéresse. Capgemini, on l'a étudié sur la chaîne, c'est plutôt une valeur de croissance, mais commence à y avoir un dividende qui est intéressant, à 2,26%, avec une croissance annualisée de 12%, donc c'est intéressant. On se paye actuellement un multiple de 15, donc, ou de 16, alors qu'on a une rentabilité assez élevée. Et en plus, on paye qu'un tiers des free cash flow, enfin des bénéfices en dividendes. Donc, il y a de la marge pour l'augmenter. Pourquoi est-ce que Capgemini se traite à des multiples aussi un peu dépréciés? Eh bien, le secteur de l'informatique, des ESN, est attaqué en France, puisque leurs donneurs ordres sont plutôt prudents pour l'investissement, à cause du ralentissement économique. Donc, on est vraiment sur un creux de cycle. Capgemini après est très bien diversifié, opère partout dans le monde, donc ça atténue le risque politique français, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez retrouver l'analyse sur la chaîne. Thales, on l'a aussi étudié sur la chaîne. On est sur un rendement du dividende de 2,5%, avec une croissance annualisée de 12%, ça c'est intéressant, mais on serait actuellement à un multiple de 29. Donc là, ça commence à être élevé. Et pourquoi on serait à un multiple comme ça? C'est parce que le marché anticipe qu'il va y avoir une hausse des commandes, une hausse du chiffre d'affaires à cause des conflits en cours. Donc le carnet de commandes va se remplir. Donc si on est plutôt là pour vraiment avoir du dividende croissant, à mon avis ça se joue quand même. On va peut-être devoir subir des moins-values parce qu'on est sur un multiple un peu élevé, mais si on regarde sur le très long terme, à mon avis ça vaut le coup. Surtout qu'on est sur un payout ratio de 50%. Donc c'est un dossier qui se regarde Thales, pour l'investisseur de dividende et pas pour l'investisseur qui cherche forcément à faire de la croissance du capital. Publicis, donc c'est une des valeurs sur lesquelles le fonds Indépendance AM a fait un carton depuis, on va dire, 5 ans. 5 ans maintenant, 4-5 ans. À l'époque c'était bradé, parce qu'il y avait la distribution sur le marketing digital, etc. Et donc là on est sur la publicité. Pourtant Publicis arrive à réussi à bien pivoter et à établir une activité digitale qui a permis de continuer à augmenter, à continuer à avoir de la croissance. Donc ça c'est plutôt bon. On est sur un dividende qui est à l'heure actuelle autour des 3%, donc c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Le dividende a cru de 11% sur la période étudiée, et on se paye actuellement sur un multiple de 17. C'est pas hyper élevé, ça dépend, parce qu'en fait, on était sur une société plutôt mature, et qui a capté un nouveau cycle de croissance, donc qui s'est retransformé un peu en société de croissance. Donc le multiple va commencer à refléter ça, et va commencer à être un peu élevé. Maintenant, c'est pas trop cher, toujours pas trop cher à l'heure actuelle. Surtout qu'on a un payout ratio qui est à 50%, donc on peut soutenir ce niveau de dividende. Il y a peut-être un peu de marge pour l'augmenter également, mais bon, ça peut être intéressant pour l'investisseur de dividende qui va peut-être aussi potentiellement sur du court moyen terme faire des gains en capital. Donc c'est un dossier qui s'étudie, surtout qu'on a une bonne rentabilité. Pernod Ricard, donc ça c'est ma déception de l'année 2024. Moi je suis investisseur de Pernod Ricard, donc il y a une playlist qui la suit sur la chaîne, si vous êtes intéressé. Donc moi je l'ai pas joué du tout pour le dividende, je l'ai plutôt joué pour la recovery. Donc on est sur une société quand même qui est assez endettée. Ce multiple-là, il faut faire gaffe. Cette valeur-là, donnée par Coifin, le management indique plutôt du 3,5 en termes de dette nette sur EBITDA. On est à l'heure actuelle sur un dividende de 4,5%, mais il y a de bonnes chances qui baissent ou qui soient maintenus à ce niveau-là. Donc on a des free cash flow qui sont à l'heure actuelle cycliquement bas,
et des bénéfices également du coup. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices en plus, donc le payout ratio en fait plus élevé que ça. Ce dividende-là, il va être soit coupé, enfin, il va forcément être baissé à mon avis. Donc, on ne joue pas Pernod Ricard pour son dividende, à mon avis. On joue pour la décote. On est historiquement, on serait plutôt sur un price earning de 25. À l'heure actuelle, on est bradé comme tout le secteur des spiritueux, qui a en fait profité d'un énorme haut de cycle en 2021-2022, et là maintenant c'est le bas de cycle absolu pour tous les acteurs, Diageo, Campari, Brown-Forman, etc. Donc moi je la joue plutôt pour le redressement des multiples, et aussi pour le fait que Pernod Ricard pourrait devenir numéro 1 devant Diageo, mais ça reste à voir. Donc ça c'est pas un dossier dividende croissant. Eurazeo, je regarde pas, c'est une holding qui fait du private equity également. J'évite de regarder ce dossier-là. Il y a des cotes de holding. Il y a une holding que je détiens et qui est suivie sur la chaîne qui est IDI, mais en règle générale, je n'y joue pas pour les dividendes. Je ne connais pas assez le dossier, donc je ne me prononce pas sur Eurazeo. L'Oréal, on l'a utilisé sur la chaîne. On est sur un creux de cycle. Le dividende cette année, il est à donc 2,1%, ça c'est pas mal. Il a augmenté de 10% sur 10 ans. On serait toujours à un multiple élevé à 26, mais historiquement, L'Oréal c'est toujours traité à des multiples très élevés. On a une très bonne rentabilité. Le payout ratio est correct. Donc on a de bonnes chances, si on rentre sur L'Oréal, on a de bonnes chances d'avoir un dividende qui va continuer à augmenter. En termes de croissance du capital, à mon avis, là c'est un peu plus risqué parce qu'on est quand même sur un multiple élevé. Mais on est également sur un bas de cycle, donc si la croissance revient, ce multiple 12 derniers mois, en fait, il est plus bas, et le multiple 12 prochains mois, lui, est plus bas que ça, donc L'Oréal, ça se creuse. En tout cas, j'ai analysé l'action sur la chaîne, vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. Vinci, donc c'est un peu le même topo que Eiffage, on est sur de la concession, on est moins endetté qu'Eiffage, donc ça c'est plutôt intéressant. On est sur un dividende qui est élevé à l'heure actuelle, à 4,5, avec une croissance du dividende qui est à 10% composée sur 10 ans, donc c'est plutôt correct. Et on va avoir un multiple qui est bradé pour les mêmes raisons qu'Eiffage, puisqu'on a le risque politique qui fait qu'on peut renégocier les concessions, et donc du coup avoir moins de visibilité sur les free cash flow à venir. Le payout ratio est quand même correct, donc si on investit sur Vinci, on prend le risque, on a le risque politique évidemment. Maintenant Vinci est quand même bien diversifié internationalement. On joue à mon avis plutôt un dividende élevé qui a moins de chances d'augmenter par la suite. Donc là c'est plutôt pour l'investisseur rentier plus que dividende croissant. Je ne l'ai pas étudié sur la chaîne, mais si vous voulez que j'étudie sur la chaîne, mettez-le moi en commentaire, je ferai une vidéo. Sopra Steria, on l'a étudié, c'est un peu le même topo que Capgemini, on est sur un rendement du dividende qui est autour des 3%, il a augmenté de 9,5 sur 10 ans, donc plutôt pas mal. On serait à un ratio pro-bénéfice qui est un peu bas, comme Capgemini, donc c'est le même topo, on est en plus exposé à la France que Capgemini, ce qui explique cette décote. Pourtant on a une rentabilité correcte, et on a un payout ratio de 50%, donc il y a des chances que ce dividende augmente un peu sur la période. Il est déjà intéressant, et on peut potentiellement faire du gain de capital sur Sopra Steria. Donc un dossier à étudier. AXA, le dividende est élevé, je m'y connais pas assez en assurance pour me prononcer. Un jour je me formerai sur les assurances pour essayer de les analyser. Donc tout ce que je peux dire, c'est que le dividende est élevé et qu'on a un ratio qui commence à bouger. Donc est-ce qu'il y a des chances qu'il continue à augmenter? À vous de voir. Si vous le connaissez en assurance, étudiez le dossier. Wendel, c'est plutôt de la holding, donc là-dessus je préfère aussi passer mon chemin sur les holdings, je suis pas assez compétent pour les analyser à mon avis, et surtout que bon, il faut bien connaître en fait les compagnies qui sont détenues par la société, donc voilà, creusez le dossier si ça vous intéresse. On est ici sur Michelin. Michelin, donc pour moi c'est un dossier qui est intéressant, je l'ai étudié sur la chaîne également. On n'est pas trop endetté, on a un rendement du dividende qui est bon à 4,5, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant la croissance sur 10 ans commence à être un peu faiblarde, on est sur 8%. On serait à des multiples très bas. Maintenant c'est une société cyclique et il y a la concurrence asiatique qui fait mal au groupe, donc évidemment qu'on serait à des multiples bas. Pourtant la rentabilité est au rendez-vous et on est sur un payout ratio de 50%, donc on est sur un dividende qui peut légèrement augmenter par la suite et qui présente déjà un niveau intéressant. En plus, si on rentre à ce niveau là, on a une marge de sécurité parce qu'on ne serait pas à des multiples très élevés. Donc Michelin, à mon avis, ça se creuse. Si vous êtes intéressé, regardez les vidéos et aussi lisez les rapports annuels et faites-vous votre propre avis avant de prendre une décision d'achat.
GTT, on l'a étudié sur la chaîne, ça c'est un très beau dossier de croissance plutôt, mais on a déjà un dividende qui est élevé à 3,40%, contre un payout ratio de 56%, donc on va pouvoir continuer quand même à augmenter ce dividende-là, surtout si on a toujours la croissance, c'est ce qui est le cas pour GTT. Maintenant, ce dividende n'augmente pas forcément de manière très élevée sur la période, il est à 8%. On ne se traite pas un multiple de PE très élevé, mais en même temps, on est sur une activité cyclique, donc il faut normaliser les bénéfices pour évaluer ce multiple-là. Toujours est-il que, à mon avis, c'est une société qui a potentiel pour entrer dans le CAC 40, à la place de Téléperformance par exemple. C'est un beau dossier, donc étudié sur la chaîne et il a analysé les rapports financiers, c'est intéressant à mon avis. SEB, consommation discrétionnaire, ça souffre un peu de la Chine. On est sur un niveau de dette un peu élevé quand même pour ce type de société, donc prudence. On est sur un rendement du bénéfice qui est à 3,5%, ce qui est quand même pas mal, alors qu'on a un payout ratio qui est faible. Donc ce dividende, il a des chances d'augmenter. À l'heure actuelle, à mon avis, le management n'augmente pas forcément pour financer la croissance, mais il y a des chances qu'il continue à augmenter plus fortement s'il y a moins de croissance par la suite. On se paye un cours au bénéfice pas très élevé, et pourtant on a une bonne rentabilité. Donc c'est un dossier qui se creuse, mais attention à la dette, et ce qui fait que le dividende risque de pas trop augmenter, c'est que le groupe va, à mon avis, privilégier le remboursement de la dette avant d'augmenter le dividende. Mais à l'heure actuelle, si leur politique du dividende est de verser à minima ce niveau-là, c'est quand même intéressant. Aéroport de Paris, on l'a étudié sur la chaîne, c'est aussi un peu le même genre de dossier que Getlink ou que Vinci Eiffage, donc des concessions. Donc là-dessus, on a une bonne visibilité sur les free cash flow, ce qui explique qu'on peut accepter un niveau de dette plus élevé. On a un rendement du dividende de 3,5%, ça c'est pas mal. Il augmente faiblement, on verse 50% des bénéfices sur ce dividende. Donc à mon avis, on peut être sur un dividende qui va être sur ces niveaux-là. Si on l'achète à ce cours, sur les prochaines années, il va augmenter pas fortement, mais on sera sur un petit dividende entre 3,5 et 4% en fonction du cours d'entrée, et ça peut être intéressant si on est plutôt profil rentier. Ruby, c'est pas un dossier, donc moi je le détiens. Il y a une playlist Ruby sur la chaîne. Pour moi, c'est pas un dossier dividende, c'est un dossier situation spéciale, parce que moi je joue la prise de contrôle ou la vente de l'entreprise, qui fera que en fait le multiple va fortement, qui ferait augmenter fortement le multiple. Et à l'heure actuelle, on a un rendement du dividende qui est élevé, mais on a aussi un payout ratio qui commence à être élevé. Donc la dernière augmentation du dividende était de 3%, ce qui est pas flambant. Donc pour un rentier, ça peut être bien. Il y a une marge de sécurité. Maintenant, ce dividende peut potentiellement être réduit, parce qu'en fait on a Photosol, l'activité renouvelable, qui bouffe tous les free cash flow, qui bouffe une bonne partie des free cash flow, donc ça va un peu attaquer sur ce dividende, surtout qu'on a un niveau de dette qui est élevé. On n'est pas vraiment sur on n'a pas une énorme visibilité sur les free cash flow sur Ruby, parce qu'ils ont souvent des problèmes de perte de change, et donc ça les impacte. Donc Ruby, à mon avis, pas pour quelqu'un qui va être sur un rentier qui va être pépère, c'est plutôt pour jouer une situation spéciale, et on est quand même décoté, donc il y a une marge de sécurité. Le grand, c'est plutôt un dossier de croissance, on est sur un rendement du dividende à 2,40%, ce dividende augmente un peu faiblement de 7% sur la période sur 10 ans, on serait à un multiple en absolu un peu élevé, mais pour la société qui est une société de croissance, c'est pas très élevé. À mon avis, il y a une décote au cours actuel. On a une bonne rentabilité, et le ratio de paiement du dividende est à 50% à peu près, donc il y a de la marge pour qu'il augmente, surtout s'il y a de la croissance, surtout si les free cash flow augmentent. Donc le grand, ça peut convenir pour un investisseur dans les dividendes croissants. À vous d'étudier le dossier, il a été analysé sur la chaîne également. Arkema, c'est un dividende élevé, une croissance du dividende faible et un payout ratio élevé. Donc il n'y a plus de croissance à mon avis sur cette boîte, donc c'est pour ça que le multiple est bas au final, et en plus la rentabilité est assez médiocre. À mon avis, il vaut mieux éviter ce dossier Arkema, ou alors se dire on prend ce dividende-là, on le normalise, enfin on prend le dividende, on sera un minima, si on dit qu'on aura un payout ratio de 50% par la suite, il faudra baisser le rendement, quoi. On sera sur du 4%, peut-être 3,5-4%, et pas du 5,5% comme ça affiché actuellement. Donc Arkema, c'est plutôt un dossier rentier, à mon avis, avec un peu de risque. Veolia, c'est service aux collectivités, donc on peut accepter un niveau de dette assez élevé. Ici on a trois fois l'EBITDA en dette.
On a un rendement du dividende en instantané affiché ici qui est à 5%, donc c'est élevé. Par contre, le payout ratio est très élevé, à 91. Il faut regarder parce que les bénéfices, à mon avis, sont cycliquement bas et il y a dû y avoir des dépréciations pour expliquer que les bénéfices soient bas. Donc à regarder. À mon avis, les free cash flow sont plus élevés que ça et donc le payout ratio mécaniquement est plus bas que ça. À vous de faire donc regardez la vidéo sur la chaîne, je l'ai étudiée, et à vous de regarder quel niveau de dividende, quel niveau de free cash flow en paiement de dividende vous paraît soutenable sur le long terme. Mais je pense que ce niveau, peut-être on sera sur du 4,5-5%. Ça sera tout à fait soutenable. Il n'y aura pas de croissance du capital sur Veolia par contre. Hein. C'est plutôt vraiment une valeur rentier. Saint-Gobain, ça c'est une société, un turnaround complet qui a changé de profil à partir de 2020 et qui a fortement augmenté ses marges. Donc on est sur un rendement du dividende qui est à 2,5%, alors qu'avant c'était des dividendes plus élevés que ça, mais en fait la société a su capter un nouveau cycle de croissance en changeant son activité, ce qui explique que le rendement du dividende a baissé. Justement, cette croissance dividende qui est affichée ici sur 10 ans, à mon avis, elle va réaugmenter parce que le groupe arrive à réaugmenter ses free cash flow. On voit d'ailleurs que le ratio de paiement du dividende est à 35%, donc il y a de la marge pour l'augmenter. Donc à l'heure actuelle, Saint-Gobain, ça peut être intéressant. Il y a une décote, enfin, on est sur un multiple qui est pas très élevé, à 15. Bon, c'est la moyenne du marché français, mais on est pas très élevé en termes de multiples. Surtout que ça reflète pas encore, à mon avis, le nouveau profil de croissance du groupe. Donc il y a de bonnes chances que le dividende continue à augmenter pour Saint-Gobain et que la croissance soit au rendez-vous. Donc ça peut être intéressant pour l'investisseur dans les dividendes croissants. Le dossier a été étudié sur la chaîne également. Et c'est la fin de l'analyse. Si ce genre de vidéo vous a plu, mettez un pouce à la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de quelles sociétés vous détenez et lesquelles vous intéressent dans cette analyse en commentaire, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.